poursuivons notre exploration des paralogismes avec un paralogisme très célèbre. C'est pas son nom qui le rend célèbre, très célèbre parce que c'est un paralogisme que nous utilisons très facilement. On s'en rend pas toujours très compte. Il est souvent à la base de beaucoup d'erreurs de raisonnement et beaucoup de théories un peu abracadabrantesques, mais qu'on mobilise sans trop s'en rendre compte. Et souvent, le fait de savoir son existence nous permet des fois de nous libérer de certaines théories. Ce paralogisme, c'est le post hoc ergo propter hoc, encore du latin, donc à connaître. Sa signification est très simple. Après ceci, donc, conséquence de ceci. Post hoc, après ceci, ergo, donc, propter hoc, en conséquence, ceci. En conséquence de ceci. Par exemple, j'ai été malade, je suis maintenant guéri, donc le traitement que j'ai reçu a été la cause de la guérison. Ici, il y a une confusion du simple fait que, comme il s'est passé quelque chose, c'est que donc ce que j'ai pris avant a favorisé ma guérison. Y arrive juste après X, donc X est la cause de Y. C'est faux. Enfin, en tout cas, ce n'est pas valide, ce raisonnement n'est absolument pas suffisant pour pouvoir établir quoi que ce soit, et d'autant plus, la conclusion de ce raisonnement ne peut pas être établie tout simplement sur cette simple base-là. Si vous éternuez à Narbonne, par exemple, et que dans l'heure entre tremblement de terre de Vaste-Véran, vous ne ferez jamais la conclusion que votre éternuement a déclenché le tremblement de terre en Iran. Donc ça veut dire clairement que ce raisonnement-là, heureusement qu'il n'est pas valide pour cette simple raison-là. Ce n'est pas le seul fait qu'un événement en précède, ou est corrélé à un autre, qui le rend la cause du deuxième événement. D'accord ? Le seul fait qu'un événement en précède ou est corrélé à un autre ne le rend pas cause du deuxième. Il ne faut surtout pas confondre corrélation et causalité. Ça, c'est une confusion sur laquelle il faut être le plus attentif possible et se retenir parfois de juger qu'il y a causalité. J'en avais déjà parlé avec le raisonnement de l'induction qu'il y avait chez Hume. Une conjonction constante ne fait pas preuve de causalité. Ne démontre aucune causalité entre ces deux éléments conjoints ou corrélés. Ça, c'est très important, j'y reviens, mais j'y reviens ici comme étant une faute fondamentale. Alors, définition. Première fois qu'on définit la causalité, j'y reviendrai encore plus loin quand on parlera de liberté dans le prochain chapitre. La causalité, c'est un lien de dépendance entre un effet et la cause qui produit cet effet. Alors que la corrélation, c'est un lien ou une relation entre deux éléments. Et que ce lien ou cette relation ne suppose pas forcément un lien de dépendance. Si A et B sont corrélés, cela peut signifier que A cause B, mais ça peut aussi signifier que B cause A, ou mieux encore, que A et B ont une cause commune C que nous n'avons pas encore observée. Imaginez qu'une étude statistique auprès des lycéens montre que la consommation de cannabis A est corrélée avec des résultats scolaires inférieurs à la moyenne B. Il se peut que le joint soit la cause de ces moins bons résultats. A cause B. Mais il se peut aussi que le fait d'avoir de moins bons résultats, B, conduise à s'investir moins dans le travail scolaire et rejoindre des amis et consommer du cannabis. B cause A. Ou, tout simplement, on peut considérer qu'il y a une situation de stress considérable qui, en fait, cause de moins bons résultats et qui cause aussi en même temps une consommation de cannabis pour avoir envie de se détendre. Bertrand Russell raconte, pour ajouter à de l'eau à notre moulin, raconte avoir visité des moines en Chine qui étaient persuadés que la cause des éclipses lunaires était qu'un chien céleste essayait d'avaler la lune. Pour l'en empêcher, les moines devaient se livrer au moment où la lune était où il y avait une éclipse de lune,
les moines devaient se livrer à un rite consistant à frapper sur un gigantesque gong. Et cela c'était avéré efficace, puisque à chaque fois, ça faisait fuir, si vous voulez, le disque noir qui cachait la lune. Les coups de gong étaient présumés causer la fuite du chien céleste et faire cesser l'éclipse. Post hoc ergo propter hoc, là aussi vous le voyez encore plus précisément. Voilà, toujours des traits d'humour de Russell. Passons à un paralogisme suivant. Donc n'oubliez pas, corrélation-causalité, c'est fréquent, très fréquent, c'est parfois très amusant, ça peut être à l'origine de blagues, un peu comme celle du chien céleste de Russell. N'oubliez pas le chien céleste, c'est très pratique, vous pouvez l'utiliser quand quelqu'un fait un post-hoc propter hoc, de raconter cette histoire, puisque vous pouvez l'appliquer à tout un tas de post-hoc propter hoc, ergo propter hoc, ou même le fait d'éternuer un arbot, qui déclenche un tremblement de terre en Iran. C'est des liens que vous pouvez faire très plutôt amusants, et ça permet peut-être des fois d'étendre un débat et de montrer parfois l'inanité de certains raisonnements. Passons au suivant, qui est l'appel à l'ignorance. Alors celui-là, il est assez particulier parce que il est souvent indétectable et souvent plutôt efficace. Il a été beaucoup utilisé, on y reviendra, et très utilisé en l'occurrence, notamment pour, par exemple, démontrer l'existence de Dieu, par exemple. Alors, ce sophisme, il est commis lorsque, en l'absence de faits pertinents et de bonnes raisons, on conclut tout de même à la vérité ou à la fausseté de la proposition examinée. Précisons, il va prendre deux formes. Par exemple, on va conclure qu'une affirmation doit être juste, puisqu'on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse qu'elle est vraie. Deuxièmement, conclure que, comme on ne peut pas prouver la vérité d'une affirmation, alors elle est fausse. Ça va tout à fait dans le sens, par exemple, de comme on ne peut pas démontrer qu'il est faux que Dieu existe, alors c'est que ça doit être vrai. Inversement, les athées diront, comme on ne peut pas démontrer la vérité de l'existence de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Ces deux raisonnements sont des appels à l'ignorance. Comme on n'a pas les moyens, comme on est dans une situation d'ignorance, c'est que. Et en l'absence de faits pertinents et de bonnes raisons, on conclut quand même à la vérité ou la fausseté de la proposition qui est examinée. Ça, c'est un argument qui est redoutable. Redoutable, c'est un sophisme redoutable, un paralogisme assez catastrophique. Sophisme redoutable parce qu'il est souvent indétectable. On le détecte très peu, et c'est un paralogisme redoutable, dangereux, parce que souvent on se fait avoir avec des arguments parfois plutôt dangereux. Et notamment, c'est un argument beaucoup utilisé dans ce qu'on pourrait appeler des pseudosciences ou des médecines parallèles, etc. Je suis pas en train de casser du sucre, je ne nomme personne, mais en gros, faites très attention. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup employé dans des raisonnements rhétoriques, mais c'est vraiment un point, il faut faire très attention. Même vous pouvez parfois le faire par simplicité de raisonnement, mais c'est vraiment des raisonnements qui reviennent très souvent. Alors je vais en donner un exemple en faisant une expérience de pensée très célèbre qui est la théorie des théistes. Vous pouvez taper sur Wikipédia ou sur Internet, les théistes existent. Et ça vient d'une expérience de pensée assez géniale de Bertrand Russell. Si tu le permets, j'aimerais te présenter ton voisin. Il est plutôt sympa, mais certaines de ses convictions sont un peu étranges. Il est par exemple persuadé qu'une théière tourne autour du Soleil sur une orbite située quelque part entre la Terre et la planète Mars. Personne n'a vu cette théière jusqu'à présent parce qu'elle est trop petite pour pouvoir être observée au télescope.
voisin, disons qu'il s'agit d'un théiste, affirme cependant que, tant que personne n'est en mesure d'infirmer son hypothèse, il continuera à y croire. Tout ce qui n'a pas été formellement réfuté est digne de foi. Est-ce que ce raisonnement tient la route? C'est un fait. Il existe d'innombrables hypothèses plus farfelues les unes que les autres et impossibles à réfuter. Par exemple, celle selon laquelle notre monde a été créé par un monstre volant en forme de spaghetti. Ou encore, celle selon laquelle nous sommes entourés de petits éléphants roses qui s'évaporent dès que nous portons les yeux sur eux. La fausseté de ces hypothèses ne peut pas être démontrée. Mais pour croire qu'une chose existe, il faut avoir de bonnes raisons. Il ne suffit pas d'être dans l'impossibilité de la réfuter. Sinon, toutes les hypothèses les plus absurdes auraient droit de citer. Mais alors, quelles en sont les conséquences pour notre voisin et sa théière? Qui est dans le vrai? Le théiste qui croit à l'existence de la théière? L'athée qui croit en sa non-existence? Ou l'agnostique qui ne croit ni à son existence ni à sa non-existence, mais pense que justement, on n'en sait rien? Qu'en est-il alors de la foi en l'existence de Dieu? Est-il aussi irrationnel de croire en Dieu que de croire en un monstre volant en forme de spaghetti? Quel sens cela a-t-il de croire en quelque chose dont l'existence ne peut pas être démontrée? Donc, si vous avez bien compris, ce raisonnement est à la base du débat que l'on aurait entre le théiste, celui qui croit à un dieu ou en la théière, l'athée et l'agnostique. Alors c'est très intéressant parce que je ne trancherai pas, mais ça pose une question très intéressante qui est nous pouvons tout à fait mettre sur le même plan une croyance religieuse et une croyance scientifique. Ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons appliquer le scepticisme à des croyances scientifiques. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de philosophes pendant de nombreuses années, et on le fait beaucoup moins maintenant je dirais, par politiquement correct, par une certaine forme de tolérance politique, alors qu'on peut tout aussi bien mettre une croyance religieuse sur le même plan qu'une croyance scientifique. Ça veut dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que le raisonnement ici philosophique, pas le raisonnement philosophique, mais le raisonnement ici de démonstration, de dire comme on n'a pas cette preuve, c'est que c'est vrai, pose un certain nombre de problèmes. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça que demande le fait de penser à ce dont on pense, à réfléchir à ce dont on pense, à faire attention à ce que l'on avance. C'est-à-dire, du coup, on ne peut pas se contenter d'un tel raisonnement pour prouver l'existence de Dieu, par exemple, ou l'existence de Dieu qui suppose la croyance que j'aurai, ses préceptes, ses idées, etc. Et dans ce cas-là, si on veut démontrer l'existence de Dieu, on ne peut pas s'appuyer seulement sur ça, mais devoir proposer certainement d'autres processus. Et donc ceci suffira pas. Voilà une manière de résoudre le problème. En l'occurrence, si le débat ne tient qu'à cette discussion-là, et à ces arguments-là, et qu'on n'a que ça comme argument, on peut rester sceptique. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la mesure où on place le raisonnement, la proposition religieuse au même niveau qu'une proposition scientifique, elle doit être exposée aux mêmes critiques. Voilà pour les paralogismes. Nous terminerons l'examen des paralogismes dans une prochaine vidéo. À plus tard.